Nous sommes de retour en studio avec notre invité principal, professeur agrégé de droit, le numéro 1 du PSR, Pacte Socialiste pour le Renouveau, parti membre du cadre national de concertation pour le changement au Togo, professeur Olukomi, qui avec un professeur nous fait encore bonjour. Bonjour. Et merci une fois encore de m'avoir invité. Oui. Et merci à tous les auditeurs. Vous aimez le sport, notamment le football? Bien sûr, bien sûr. Depuis le 11 juin, la grande messe du foot a démarré aux États-Unis, au Canada et puis au Mexique, la 23e édition de la Coupe du Monde. Globalement, comment voyez-vous le déroulement de la compétition? Vous savez, l'aspect qui le mieux me préoccupe, ce sont les résultats des équipes africaines. Et de ce point de vue, je dirais que les résultats sont mitigés. D'abord, une première déception. Nous attendions beaucoup le Sénégal. Malheureusement, 2 défaites de suite, ce qui déçoit. Et la Côte d'Ivoire, du point de vue des prestations, je crois qu'ils tiennent bon, même si malheureusement, face à l'Allemagne, ils ont perdu à la dernière minute. Et je crois que il faudrait qu'on ait plus d'expérience dans ces matières, et je crois qu'un match nul aurait été plus satisfaisant. Voilà, il fallait éviter cette situation. Le Ghana, qui a déjà une victoire, c'est, je crois, une très bonne chose. Le Cap-Vert, je crois que là, vraiment, c'est formidable. La surprise. C'est la surprise. C'est formidable. Et quand il y a la discipline, une organisation, une détermination, et on soulève les montagnes. Et donc, je crois que par rapport à ces résultats, c'est un peu mitigé. Quand nous prenons la situation de la Tunisie, presque éliminé. Éliminé également avec des scores fleuves. Bon, 9 buts pris en 2 matchs. En 2 matchs, je crois que ça ne nous honore pas. Mais bon, disons que les résultats sont mitigés. Espérons que le Sénégal va gagner largement son dernier match. Voir ce que ça pourrait donner. Voilà. Globalement, quelles sont les leçons à retirer, bien apprises par rapport à ces 10 représentants africains? Disons qu'il faut continuer par travailler. Et je crois qu'en bien même certains résultats sont décevants. Et le chemin parcouru est très, très, très intéressant. Quand on fait allusion au premier match, à la première participation de la RDC, Zaïre à l'époque. C'est 2 ans après. Ces résultats. Et bon, disons que jusqu'à présent, toutes les évolutions ne sont pas satisfaisantes, mais elles sont encourageantes. Il y a souvent dit qu'il y a des défaites qui promettent. En réalité, il y a des défaites qui promettent. Et je crois que tous les pays doivent pouvoir prendre au sérieux maintenant les équipes africaines. Quand nous prenons le choc Espagne-Cap-Vert, nous prenons Brésil-Maroc, si je ne me trompe pas, et vous voyez Côte d'Ivoire, Allemagne, après que la Côte d'Ivoire ait gagné son premier match également. Et je crois qu'on n'est pas, on dirait un résultat mitigé. On aurait mieux souhaité en avoir davantage et espérer que très prochainement, peut-être même si ce n'est pas cette année, dans les années à venir, que les éditions à venir, que la Coupe du Monde revienne en Afrique. Je crois que ce serait pas vraiment volé, mais ce serait mérité. Donc seul le travail paie. On va continuer par travailler. Jusque-là, on va encourager les 10 représentants africains à encore mieux faire. Revenons au Togo, professeur Olukomi, vous êtes au département de droit de l'Université de Lomé. Bientôt, vous allez encore accueillir de nouveaux étudiants parce que le bac 2 c'est déjà passé, on est dans l'attente des résultats. Au niveau de l'Université de Lomé, chaque année, vous accueillez ce nombre important, ce flux important de nouveaux étudiants. Au niveau du département de droit, d'où vous officiez, qu'est-ce qui est déjà prévu? Parce que vous enseignez le droit à tous ces enfants. Pour l'année prochaine, qu'est-ce qui est déjà prévu? Non, vous voyez, du point de vue des programmes en vue, nous sommes déjà
disons, prêts, parce que de nouvelles maquettes sont en vue pour la rentrée prochaine, et c'est dans le cadre des réformes des maquettes de façon générale de l'université, et ces maquettes auraient dû entrer en vigueur l'année dernière, voilà, mais et on n'a pas pu le faire. Je crois que de ce point de vue, du contenu des enseignements, nous enseignants, nous sommes prêts. Mais le problème, ce qui ne relève plus de nous, de notre compétence, c'est la question des moyens. Avec des effectifs de plus en plus importants, il est indispensable qu'il y ait davantage de moyens mis à la disposition des enseignants. Et quel type de moyens? Mais il faut d'abord que nous ayons suffisamment d'enseignants, parce que les ratios ne sont pas satisfaisants. Actuellement, il faut que nous ayons suffisamment d'enseignants. Et au niveau de la bibliothèque, qu'on en ait davantage. Et les locaux, vous voyez, pour moi, il y a une préoccupation déterminante depuis très longtemps, où je disais, pour que nous puissions faire les TD dans de bonnes conditions, il faut des salles de TD en nombre suffisant à la disposition de la faculté de droit. Parce que pour la faculté, pour certaines facultés, ce sont les travaux pratiques qui sont des éléments essentiels, mais pour nous, en droit, ce sont les travaux dirigés. Regardez, quand je fais le cours dans un amphi, j'ai en première année plus de 1500 étudiants. Par contre, dans les groupes de travaux dirigés, l'effectif raisonnable, c'est 25 normalement. Donc, pouvoir répartir tous ces étudiants par des groupes de 25, et trouver des enseignants qui puissent les encadrer et que ces enseignants soient également motivés. Parce que si vous devez encadrer, qu'il faut attendre un an après pour avoir les paiements nécessaires, puisque ce ne sont pas des contractuels vraiment de l'université, vous voyez que ça pose de réels problèmes. Aujourd'hui, je ne vais pas vous le cacher, et les moyens de l'université, parce qu'au départ, je pensais qu'il y avait beaucoup de négligence. Mais j'ai fini par comprendre qu'il y a de sérieux problèmes de moyens. Et vous faites cours... Mais on a vu ces derniers temps des nouveaux bâtiments qui... Oui, mais quand vous faites cours, les problèmes de sonorisation. Dans les amphis. Dans les amphis, en permanence. Vous voyez, parfois vous arrivez, vous ne pouvez pas faire cours parce que le dispositif, la sonorisation a des problèmes. Parfois vous arrivez, c'est le délestage. Or, dans un amphi de 1500 places ou même dans un amphi de 600 places, comment peut-on faire pour 100 micros, sans sonorisation? Et ce ne sont pas des cas isolés, ce sont des systèmes qui se reproduisent chaque année. Et je vais dire qu'au semestre, il y a plusieurs semaines où on assiste à ces situations. Et je crois que ce n'est parce que les moyens de l'université sont très limités, au point que même ces problèmes élémentaires persistent. Voilà. Et les premières autorités sont au courant de ces difficultés. Je suppose, je ne suis pas leur interlocuteur immédiat, mais les responsables de l'université certainement portent ces informations à leur connaissance. On va prier que ces situations s'améliorent pour la qualité de l'éducation. Et au département des droits, vous venez de le dire qu'ils passeront ces nouveaux étudiants. Mais au-delà des étudiants, au niveau du PSR, vous disiez que la notion du droit est primordiale pour tout citoyen. Pour ne pas dire que bon, on va faire des citoyens agrégés de droit, mais vous insistez sur les b.a.-ba du droit que tout citoyen lambda devait connaître. Pourquoi au niveau du PSR, cette thématique vous tient-elle à cœur? Vous voyez, le droit, c'est un instrument qui doit nous accompagner tous les jours. Vous l'avez bien dit, tous ne deviendront pas des professeurs agrégés. Oui. Mais le minimum dont nous avons besoin pour éviter des pièges, certains pièges. Parfois, nous commettons certains actes qui sont peut-être irréversibles. Et au-delà de cela, par rapport à notre vie, je parle d'abord de notre vie personnelle, chacun d'entre nous, quotidienne, nous avons les contrats que nous faisons. Vous prenez par exemple des gens qui vont vers les banques pour faire des emprunts, et en donnant des garanties, je veux parler des sûretés, sans bien évaluer même la portée de ce qu'ils font. Des gens vont se porter caution sans comprendre les conséquences même du cautionnement, etc. Vous voyez que ça, c'est par rapport à leur vie privée, mais par rapport à la construction de l'état de droit. Le citoyen qui comprend mieux les choses connaît les responsabilités qui lui incombent. Il connaît également quels sont les devoirs de nos dirigeants.
Parce que dans un État donné, ce ne sont pas simplement les citoyens qui doivent faire preuve de civisme par rapport aux dirigeants. Il y a une exigence de civisme également par rapport aux autorités elles-mêmes dans la gestion de l'État. Et il y a beaucoup de choses que les citoyens ne comprennent pas. Mais avec le droit, au moins ce minimum possible doit être compris. Et je crois, je l'avais dit, si moi je devais avoir le pouvoir d'organiser les choses un jour dans ce pays, on commencerait à apprendre le droit dès l'école primaire. Vous voyez, il est possible de diluer les choses, de donner les éléments de base pour que dès l'école primaire, les enfants comprennent un certain nombre de choses. Nous faisons beaucoup de choses, la géographie, l'histoire, beaucoup de choses, c'est vrai, qui par la suite ne nous servent pas fondamentalement dans nos orientations. Par contre, le droit, qu'on arrête ou qu'on continue, quoi qu'on fasse, nous avons tous besoin de connaître ce droit. Et à terme, même, il serait très intéressant pour les illettrés qu'on puisse même les traduire dans nos langues nationales sur les éléments, je vais dire, fondamentaux. C'est possible. Vous voyez, quand je fais souvent cours, je dis aux étudiants que mon style, c'est comme RFI, le journal en français facile. Quand j'explique c'est ça, je dis c'est le journal en français facile. Ce que nous écrivons, peut-être le support, c'est autre chose. Mais quand on veut expliquer, diluer, il faut rendre cela accessible à tout le monde. Et il est possible qu'on le fasse aussi dans nos langues nationales. Voilà. Ok. Au-delà de l'aspect du droit, vous insistez aussi sur la citoyenneté, la solidarité, la cohésion, la transparence. Pensez-vous qu'aujourd'hui, le Togolais manque tous ces concepts-là pour être, entre griffes, un citoyen nouveau? Oh, je crois qu'il y a beaucoup de choses que les citoyens doivent connaître et qui malheureusement, et on dira malheureusement, ce n'est pas le cas. Et au-delà de cela, il faut éduquer les citoyens aussi par l'exemplarité. Mais ça fait beaucoup de défauts aujourd'hui. Et quand ceux qui ont des responsabilités se comportent d'une certaine manière, en réalité, ça a forcément d'impact sur les citoyens. De sorte qu'ils peuvent être un modèle à suivre. Mais si ceux-là ne donnent pas l'exemple qu'il faut, vous voyez que ce sont de mauvais exemples qu'on donne aux citoyens. On éduque par la parole, mais on éduque également par le comportement, par l'action en réalité. Et je crois que c'est fondamental. Et du point de vue, vous avez parlé de la transparence, et aujourd'hui je vais dire que c'est l'opacité totale dans ce qui se passe dans notre pays. Et je ne crois pas que la transparence soit une préoccupation de nos dirigeants. Absolument pas. Parce qu'il y a des indices qui permettent de la tester. Quand on parle de transparence, transparence dans la gestion, transparence sur les aspects financiers, etc. Et quand vous voyez des gens dont on connaît je vais dire les fonctions, et avec des trains de vue largement au-delà de ce qu'ils gagnent, cela devrait conduire à s'interroger. Où est cette transparence? Ce sont des questions essentielles donc, et la transparence, ça n'existe pas dans notre pays. Et vous voyez, l'une de mes préoccupations essentielles également, c'est que faire pour réduire autant que possible l'informel dans notre pays, de sorte que le droit puisse pénétrer ces domaines et qu'on puisse mieux organiser les choses. Je crois fortement que cela est possible. Cela est possible. Je proposais même d'ailleurs les pistes de réflexion sur un droit du travail pour le secteur informel. Le secteur informel, ça devrait permettre d'élaborer un droit qui soit différent de celui que nous connaissons pour que le droit s'applique aussi dans ce domaine. Parce qu'aujourd'hui, il y a une sorte de décalage, déphasage total entre la règle et les besoins de ce milieu. Si on est dans cette situation, c'est que les règles ne seront jamais appliquées, ce qui jette même du discrédit sur le droit. Et je crois que c'est un chantier très important et encore faut-il qu'un jour les dirigeants se disent qu'il faut commencer. Il faut commencer quelque part. Voilà. La corruption aussi, c'est notre chantier sur lequel vous débattez, mais aujourd'hui, la thématique fait partie des curricula depuis la base
sous l'égide de Aplusia, l'ancienne appellation, c'est déjà un pas pour faire comprendre depuis la base que la corruption est une mauvaise chose. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, il faut aussi éduquer par le comportement, être soi-même un modèle. Ces institutions de corruption qui existent, quand vous les voyez, par rapport aux résultats que nous avons sur le terrain, comment pourriez-vous véritablement expliquer que ces institutions existent et que pratiquement sur le terrain rien ne se fait? Vous voyez, ironie du sort, une coïncidence. Cette semaine, j'étais à Kara pour une soutenance de thèse. Et cette soutenance de thèse portait effectivement sur le blanchiment. Comment prévenir cela? Il a fait des développements, etc., qui en réalité sont de bonnes choses. Mais après, lors des débats, il lui a dit, mais il n'y a qu'un seul problème, la volonté politique. C'est la volonté politique qui est le nœud de tous les problèmes. Mais ces institutions qui sont à Aplusia, mais ils sont contrôlés par qui en réalité? S'ils font leur rapport, qui doit donner suite à ces rapports? Mais c'est le pouvoir. Et le pouvoir politique n'a pas cette volonté. Le pouvoir politique, en réalité, fait des mises en scène. C'est une évidence. C'est une mise en scène. Entre ce qu'ils disent, leurs propos, leurs affirmations et leur volonté réelle, il y a des indices qui nous permettent de dire... Mais c'est le pouvoir même qui a mis en place ces institutions-là. Pardon? C'est le pouvoir même qui a mis en place ces institutions-là. Effectivement, c'est ce que j'appelle le folklore, en réalité. C'est le folklore. Ils mettent en place ces institutions, mais finalement, pour que ces institutions ne fonctionnent pas. Quand on demande la déclaration des biens de ceux qui sont censés, en réalité, agir au nom du peuple, qui occupent des postes de responsabilité, combien d'entre eux ont eu à le faire? Mais il faut déclarer et ensuite vérifier à la fin de la fonction, voir s'il y a eu une différence entre ces éléments. Quand vous regardez par rapport aux problèmes, les dépôts qui sont faits au niveau des compagnies d'assurance, etc., est connu, et puisque beaucoup en parlent, quand vous constatez que nous allons, lorsque nous allons dans les banques, pour retirer même nos épargnes, 300 000, 200 000, on vous demande d'écrire ce que vous voulez faire avec ça. Quand vous voulez déposer, même si c'est 300 000, on vous demande la provenance. Vous ne voyez pas que ce sont des comédies? Non. Et si on compare ça par rapport à ce qui est déposé dans des centaines de millions, ces institutions n'ont pas pu alerter. Et si ces institutions ont alerté, quelle a été la réaction? Quand vous comparez ces éléments, vous voyez que nous sommes dans un jeu de dupes. Les gouvernants se moquent de nous. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas au courant de ces éléments. Et ceux qui déposent, qui le font généralement, on a révélé certaines situations. C'est peut-être un cas sur 1000 qui a été relevé, en réalité. Un cas sur 1000. Mais ceux qui le font sont des gens qui sont politiquement assis, qui sont puissants dans le pays. Ce sont eux qui ont les moyens de le faire. Et nous, pauvres citoyens, on nous harcèle pour les 500 000, pour les 300 000, pour 1 million. Et eux, ils vont déposer sans qu'on le dise rien. Lors de cette soutenance, je disais qu'au départ, j'étais en colère. J'ai fait une sorte d'épargne sur plusieurs années. Et on m'a donné un chèque de 3 millions. Prélèvement sur mon salaire. Je suis allé pour retirer. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Et pour ça, j'étais en colère. J'ai écrit pour fêter. C'est ce que j'ai écrit sur la fiche à l'époque. J'ai dit, je retire ça pour fêter. C'est mon argent. Je retire pour fêter. Vous voyez? Et quand on assiste à ces choses, parfois, c'est écœurant. Nos dirigeants ne donnent pas l'exemple. Nos dirigeants plongent régulièrement et tous les jours le pays. Il faut qu'à un moment donné, ils se ressaisissent parce que nous sommes en train d'enfoncer les générations futures. Oui, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Professeur Olukomi, au niveau du PSR, vous prônez le rassemblement, le dialogue, l'indépendance de la justice, ceci pour restaurer une véritable démocratie. Vous faites partie depuis, et aujourd'hui vous êtes encore dans un autre creuset
le cadre national de concertation pour le changement CNCC, aux côtés des autres formations politiques à l'instar de l'ANC, des FDR, de ADI et des OSC, le Front Citoyen Togo Debout, Novation Internationale. Tournons la page et en début de mois de mai dernier, vous avez réussi à organiser votre premier meeting, ce qui n'était pas d'ailleurs facile avec l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution. Aujourd'hui, peut-on dire que l'opposition togolaise a pris un nouveau départ? Oui, nous nous efforçons à le faire. Et c'est indispensable, c'est fondamental. Parce que si nous attendons un jour que ceux qui nous dirigent, qu'ils changent d'eux-mêmes, ce ne serait jamais le cas. On peut faire encore 1000 ans, ça ne changera pas. Et le peuple togolais a besoin d'une opposition forte. Nouveau départ. Mais que pourront faire les dirigeants si le peuple ne se mobilise pas pour soutenir cette initiative, pour permettre véritablement que le peuple puisse demander des comptes à ceux qui nous dirigent. Quand on dit opposition, les partis politiques ne sont rien sans une mobilisation populaire. Nous souffrons tous de cette situation. Et je le dis, ce ne sont pas les militants de l'opposition seuls qui souffrent. Les militants de UNIR également souffrent. Tout le monde souffre. Dans ces conditions, je crois que ce nouveau départ est indispensable. C'est nécessaire. Moi, je suis dans un regroupement et je crois que notre souhait, c'est que les regroupements qui véritablement sont de l'opposition puissent se retrouver pour un regroupement plus fort et de sorte que nous puissions faire la pression nécessaire pour obtenir les changements, pas en notre faveur, mais les changements en faveur du peuple togolais. Et ce réveil-là est-il possible aujourd'hui? Certains disent que la population, entre griffes, est fatiguée, la mobilisation est faible, pas d'engouement. Aujourd'hui, quelle doit être la baguette magique pour réveiller, entre griffes, cette population qui, on peut le dire, a tant donné, professeur Olou? Oui. La population a tant donné, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas tant donné. Je reviens sur une chose, on dit tant qu'il y aura des poux sur la tête, il y aura du sang sur les ongles. Oui, vous avez tant donné, mais d'autres ont commencé avant la jeunesse d'aujourd'hui, depuis longtemps. Mais tant que la solution n'a pas été trouvée, le combat doit pouvoir continuer. C'est ça en réalité ce que nous devons nous mettre dans notre tête. Que si nous nous abstenons, si nous abdiquons, la situation sera encore plus grave. La situation sera encore plus grave. Et je ne dirais pas que la population n'a pas donné, elle a donné, mais ce n'est pas toute la population qui a donné. On aurait pu espérer davantage encore. En tout cas que ce soit une base plus large. Vous voyez, j'ai l'habitude de le dire. Et quand on dit il y a manifestation, quand vous voyez le nombre de personnes qui sortent, pas aujourd'hui, depuis toujours. Dans le temps, oui. Dans le temps. Mais même quand il y a une foule, cette foule ne fera pas 10% de Lomé. Alors que le problème ne concerne pas que 10% de Lomé. Et si 10 ou 15% de Lomé sortent, si Kara ne sort pas, Sokodé ne sort pas, Atakpamé ne sort pas, eh bien le problème demeure. Donc c'est une mobilisation sur l'ensemble du territoire un jour, à un moment donné, pour leur dire de façon pacifique. Parce que si nous détruisons, nous devons reconstruire demain. Donc une mobilisation de façon pacifique sur l'ensemble du territoire pour leur dire que ça suffit. Et dans cette hypothèse, bon, je crois que ce qui fait souvent problème, ce sont c'est la réaction parfois des forces de sécurité qui battent, qui torturent, etc. Et qu'ils comprennent eux aussi que ça doit pouvoir cesser. Manifester pacifiquement est un droit constitutionnel des citoyens. Et je ne leur apprends rien. Les civils ne souffrent pas plus que les militaires dans ce système-là. Ils ne souffrent pas plus que les militaires. Et les militaires vont redevenir des civils, de toute évidence. Oui. Bon, si eux sont militaires, tous leurs enfants ne seront pas des militaires. Leurs enfants seront des civils. Et qui vont aussi souffrir, comme tous nous souffrons. Et je le dis, les militaires souffrent même davantage. Je sais de quoi je parle. Et dans ces conditions, si on doit utiliser une partie, une frange de la population
pour mater l'autre frange, alors que nos besoins sont les mêmes et que ce que nous demandons, ce n'est que justice pour que notre pays puisse aller de l'avant. Et je demande à nos dirigeants de le comprendre ainsi. Quand on gère un pays, il faut avoir une méthode, une méthodologie. Il y a des règles, vous avez une vision. Par rapport à cette vision, vous l'avez appliquée. Après l'avoir appliquée, vous verrez si les résultats obtenus sont ceux attendus. Et si ce ne sont pas les résultats attendus, il faut se demander, ou bien est-ce que les règles est-ce qu'elles ont été appliquées? C'est le principe de l'effectivité. Est-ce que ce que nous avons dit, est-ce que nous l'avons fait? C'est le principe de l'effectivité. Si nous le faisons, oui, cela a été appliqué. Est-ce que nous avons obtenu les résultats nécessaires? Si nous n'avons pas obtenu les résultats alors que nous les avons appliqués, ça devient une question d'efficacité, des résultats, d'efficacité des normes ou bien de notre vision. Troisième élément, nous avons obtenu les résultats. Contre quels moyens? Si vous dépensez des centaines de milliards, des milliers de milliards pour obtenir des résultats, je vais dire quelques résultats, c'est la question de l'efficience qui met en rapport. Donc, professeur, si on vous écoute très bien, pour nos autorités, on veut avoir une vision 2030. Aujourd'hui, on parle de vision 2040. Pour vous, il faut faire le bilan des programmes précédents forcément, avant de se projeter dans une nouvelle vision entre griffes. Forcément. Quels sont les résultats annoncés? Quels sont les résultats obtenus? Quels sont les moyens mis en œuvre? Et c'est d'abord cette étape. Sinon, peut-être que les mêmes erreurs peuvent se répéter. Mais en 2040, notre revenu sera doublé selon les autorités du pays. Mais qu'est-ce qui les empêche de dire qu'ils peuvent multiplier ça par 10? Ça ne regarde que ceux qui croient. En réalité, ce n'est pas leur problème. Mais vous ne croyez pas, si on vous écoute bien. Je ne peux pas y croire. Quand je vois ce qu'ils font et ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont toujours fait, là où ils ont pris le pays et ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à présent, comment voulez-vous que je puisse croire en cela? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça on gère un pays pour dire qu'on va multiplier les revenus par deux. Et regardez, je parlais il y a quelques instants de la question de l'efficacité et de l'efficience. Ce que le président de la République avait affirmé à l'époque, les problèmes d'inondation, on ne les a plus à l'ONU. Et pourtant, nous les vivons de façon plus grave. Est-ce que les mesures n'ont pas été prises? C'est la question qui doit se poser. Les mesures prises, est-ce qu'elles ont été appliquées? Est-ce que c'était les bonnes mesures? Combien avons-nous investi dans ce secteur pour aboutir à ce résultat que nous connaissons encore aujourd'hui? Ce sont eux qui ont les éléments d'évaluation. Et d'appréciation. S'il ne le fait pas, il navigue à vue, il travaille sans méthode. Et pour le juriste que je suis, je sais que, en tout cas pour nous en droit, l'élément essentiel au-delà de la règle, c'est la méthodologie. Tous les juristes vous le diront. La méthodologie est pour nous fondamentale. Un juriste qui ne maîtrise pas sa méthodologie, il ne peut pas avancer, il ne peut rien faire de bon. Et donc, quand vous gérez également sans méthodologie, eh bien, vous ne pourriez rien obtenir. Vous naviguez à vue. Et vous vous entourez de courtisans qui vous disent ce que vous voulez entendre. Et vous pensez que vous êtes en train de travailler. Et je vais dire quelque chose, vous m'excusez l'expression. Quand on était jeune étudiant en France, les journalistes avaient inventé un mot qui était baladuré. Il dit, c'était l'ancien Premier ministre, Baladu, ne rien faire tout en faisant semblant de travailler. et ils utilisaient ça dans les trucs, et on riait, le mot baladuré, ne rien faire tout en faisant semblant de travailler. C'est ce que fait notre régime, ça, en réalité. Ok. Maintenant, monsieur, on va marquer la pause avec le professeur Olukomi, le secrétaire national du PSR. Après, on va revenir pour la suite du débat avec la récente sortie des militaires à la retraite. Ils ont déclaré ouvertement tous les ennemis du président du Conseil seront leurs ennemis. La réaction sur la sortie sur des réactions. On va voir la réaction du PSR, mais ce serait derrière la pause. Auditeur actualité, nous sommes de retour avec le professeur Olukomi, le secrétaire national du PSR. Le sujet fait
actuellement au Togo, la sortie récente des militaires à la retraite qui ont affirmé que tous les ennemis du président du Conseil seront leurs ennemis. Déclaration faite en marge des 60 ans du président du Conseil, professeur Olukomi. Au niveau du PSR, comment vous percevez cette sortie des hommes entrés à la retraite? Vous voyez, nous n'avons pas réagi. Oui. Pourquoi? Parce que ces déclarations, en réalité, je ne dis pas qu'elles ne sont pas graves, hein, mais elles ne nous surprennent pas. Ça fait partie de la logique du système. C'est clair. Eux, ils disent les ennemis du président seront leurs ennemis. Ils l'ont dit. Mais ceux qui ont frappé, tué, maltraité des citoyens qui sont simplement en train de manifester. Vous avez vu, non? Qu'est-ce qu'on a fait de cela? Ceux-ci, ils le disent. Peut-être qu'ils l'ont déjà fait et qu'ils pourraient le faire. Ceux qui ont eu à le faire, ce n'est pas cette année seulement, et ces dernières années, qui l'ont toujours fait. Ça fait partie de la logique du régime. Et donc, peut-être qu'il faut continuer par en parler, mais il n'y a rien de nouveau dans ce qu'ils ont dit. Là, ils ont même dit les ennemis. Qu'est-ce qu'ils mettent dans les ennemis? Je ne sais pas s'ils connaissent les ennemis de Faure Gnassingbé, mais s'ils parlent de nous, citoyens, qui manifestons, et ces citoyens qui disent non à ce qui se passe, eh bien, ils ont déjà massacré ces personnes. Donc, il n'y a pour moi rien de nouveau par rapport à ce qui existe, ce qui a été déjà fait. Et dans d'autres pays, on ne peut pas assister à ça. Mais pourquoi on assiste à ces événements dans notre pays? Parce qu'il y a eu déjà plus grave que ça. On n'a jamais sanctionné. Pourquoi voulez-vous que les gens changent? Pourquoi voulez-vous que les gens, en tout cas, ne fassent pas des surenchères? Ça fait partie du système. Mais ils sont là pour tout un peuple, non pour une seule personne, pour pouvoir circonscrire leur soutien à une seule personne. Rappelez-vous, maintenant ils ne le font plus. Il y a quelques années, quand l'armée se réunissait avec le président d'alors, il jurait fidélité à sa personne. Ça se faisait comme ça dans le temps. Ce n'est pas à l'État togolais, ce n'est pas à la République, mais à la personne du dirigeant. Maintenant, ils ne le disent plus, ils ne le font plus. Mais quand tu vois comment, en tout cas par rapport aux images que nous avons vues, ce qu'on envoie quand il y a des manifestations, on ne les envoie pas pour maintenir l'ordre, on les envoie pour détruire. En tout cas, par rapport à ceux qui réagissent. Tous les militaires ne sont pas dans cette logique. Mais ceux qu'on envoie, quand vous voyez leur action, leur façon de frapper, ils ne frappent pas pour disperser, ils frappent pour tuer. On a vu ces images. Pourquoi est-ce que ces déclarations vont nous étonner? Ouais. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça fait partie de la logique du système. Ça ne m'étonne pas. Et dans ces conditions, c'est aux Togolais de se ressaisir. De se dire que si nous continuons à nous abstenir, peut-être qu'il y a encore pire devant nous. C'est pour cela que tous les Togolais doivent se sentir concernés. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent même plus parler parce qu'ils disent que ça parle, on parle, ça ne change rien. Ceux qui se disent que nous sommes fatigués, nous ne ferons plus rien, sachez qu'il peut y avoir encore plus grave que ce que nous sommes en train de vivre. Que nous ayons tous ensemble un sursaut d'orgueil, que nous nous remobilisons pour demander des comptes à ceux qui nous gouvernent, sur tous les plans, et que les choses se fassent de façon pacifique. Nous avons une justice qui, en réalité, face à ces événements, ne peut pas réagir. Pourquoi? Parce que la justice elle-même est sous le contrôle de ceux qui font ces choses-là. La justice elle-même est sous leur contrôle. Et donc, tous les pouvoirs dans ce pays, finalement, sont entre les mains d'une seule personne. C'était le cas. Et ils ont même officialisé cela maintenant avec la nouvelle constitution. Où, quand vous les analysez, vous constatez qu'ils ont délibérément, manifestement, sans honte, confié les pouvoirs à une seule personne qui n'a même pas un mandat. Vous voyez? Donc, face à ces situations,
c'est aux Togolais de se ressaisir. C'est aux Togolais de se réveiller. C'est à toutes les couches sociales de se sentir concernés pour dire que ça suffit. Parce qu'il n'y a rien de bon que nous puissions attendre d'eux. Moi, honnêtement, vous n'êtes pas surpris par cette sortie? C'est grave, mais je ne suis pas surpris. Il y a déjà eu des choses plus graves que ça dans ce pays, sans aucune réaction de la part des autorités. Par rapport à la nouvelle constitution, vous continuez toujours de la contester. Et justement, la Cour dessus de la CEDEAO est sortie récemment. Elle aussi a parlé d'abus de pouvoir, du pouvoir entre griffes de Lomé. C'est aussi une autre sortie qui apporte de l'eau au moulin de vous, qui conteste ce nouveau test fondamental. Cher ami, je vais vous dire ceci. Moi, je suis partisan politiquement. Je fais partie d'une formation politique. Mais quand je viens parler, je fais toujours un effort d'objectivité. Si je critique quelque chose de façon sérieuse, ce n'est pas à cause de ma tendance politique. Je ne sais qui viendrait me dire que ce qu'ils ont fait est conforme au droit et que ce n'est pas un abus. Et donc, c'est un constat, on n'a même pas besoin d'être un juriste pour comprendre que ce qu'ils ont fait n'est pas bien, n'est pas bon. Et tout homme ou toute personne qui a une conscience doit pouvoir dire que ça là, c'est mauvais. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on puisse soutenir ce qui a été fait. Même leurs partisans, ce que nous avons dit, tout ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un régime parlementaire. Ce n'est que de nom. Finalement, Trimois ne l'a pas dit. Il l'a dit. Et donc, si la CEDEAO vient le dire aujourd'hui, la façon dont ils ont eu à le faire, c'est une évidence absolue. Au départ, vous avez vu, je n'ai pas pris position, je ne voulais pas aller sur le fond. Je restais simplement sur la forme, en disant que la façon dont ils l'ont fait, ce n'est pas du tout conforme aux principes démocratiques. La CEDEAO dit la même chose. Quand vous regardez le contenu même, c'est encore plus grave que la forme. Quand vous regardez le contenu, c'est encore plus grave que la forme. Et je ne sais pas celui qui donne des conseils au président du conseil pour qu'il puisse faire de pareilles choses. Lui-même, en analysant, il ne se rend pas compte qu'on le ridiculise. On fait de lui, j'ai dit, cette constitution, en réalité, c'est un monstre. On fait de lui ouvertement, c'est comme si on l'expose. Nous allons t'exposer comme dictateur pour que tout le monde le sache que tu es dictateur. C'est ce qu'il y a dans cette constitution. Oui, c'est une évidence. On n'a pas besoin de faire la faculté de droit, de faire pour comprendre que on ne fait pas ça quand on vit ensemble. Même s'il avait payé, s'il avait acheté le Togo, il ne devrait pas se comporter comme ça. Et c'est pour ça qu'on parle d'une probable révision de cette nouvelle constitution, les bruits courent depuis quelques moments. Ce serait une façon de rectifier le tir. Rectifier dans l'intérêt du peuple, je n'y crois pas. Moi, je n'y crois pas. Tel que je les connais, s'il faut rectifier dans l'intérêt du peuple, rectifier pour donner une apparence, peut-être. Oui. Peut-être parce que j'ai eu le temps de les examiner, de beaucoup réfléchir, de voir leurs actes. Honnêtement, je prie qu'ils puissent changer véritablement. Mais, tel que je les connais, il faut qu'ils changent et que je puisse voir comment ils ont changé. Okay. Mais leur initiative là, ce n'est qu'une nouvelle mise en scène s'ils venaient à le faire. Voilà. On va permettre à ceux qui nous suivent actuellement de participer au débat sur le 92 02 80 63 99 70 70 90. Vos questions à notre invité, professeur Olou Komi du PSR, qui est avec nous ce matin dans le débat de Auditeur Actualité. Le premier intervenant qui se signale au bout du fil, qu'on va recevoir. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Oui, professeur, bonjour. Bonjour, monsieur Pelé. Je pense que celui qui est au pouvoir cherche à conserver le pouvoir. L'opposition cherche à aller au pouvoir. L'œuvre de l'opposition, deux préoccupations. À quelles conditions des élections pourraient-elles
nous conduire à une alternance pacifique au Togo. Deuxième préoccupation, professeur, actuellement, la division actuelle des forces démocratiques du changement menace-t-elle conduire le Togo dans une impasse politique? Okay. Merci beaucoup. Derrière vous, c'est M. Gado. Bonjour, M. Gado. Allô, allô, M. Gado, bonjour. Oui, bon, professeur, bonjour. Bonjour, M. Gado. Bon, moi, ma question est que, comment se fait-il qu'ils n'ont pas trouvé d'ennemis au président Savi de Tové, c'est au PC, ou bien parce que Savi de Tové n'a pas duré au pouvoir, mais normalement, les ennemis à l'extérieur, avec des armes, les Togolais n'ont pas d'armes, l'opposition n'a pas d'armes. Donc moi, est-ce que c'est des ennemis vraiment les Togolais? Merci, bonne journée. Bonne journée à vous, M. Gado. On peut prendre le troisième et dernier intervenant avant de laisser le soin à notre invité d'apporter des éléments de réponse. Auditeur, bonjour. Ah, il est reparti. Et ce serait tout, hein, TV Audio pour les réactions téléphoniques. Oui, par rapport à M. Pelé, il demande à quelles conditions peut-on aller à des élections pour arriver à une alternance pacifique au sommet de l'État. Il parle encore des divisions des forces de l'opposition. Est-ce que cette division-là peut quand même nous conduire à une alternance? Merci beaucoup, M. Pelé. À quelles conditions on peut obtenir des élections qui puissent permettre une alternative, une alternance plutôt au Togo? Et je crois que chacun le sait. Et si nous allons aux élections avec ce système que nous connaissons, des moyens totalement, je vais dire, disproportionnés d'un côté ou de l'autre, les instances chargées d'organiser ces élections maîtrisées entièrement par l'une des parties, et le bourrage des urnes que tout le monde connaît, parce que sur le terrain, il y a des violences, il y a des gens qui sont en position de force, eh bien, il est peu probable qu'on obtienne un changement. Il est probable qu'on obtienne un changement. Je ne vois pas ce régime continuer par organiser des élections et qu'il décide de le faire dans la transparence, qu'il décide de le faire avec une égalité des armes. Je ne le crois pas. Ok. Mais attention, cela peut conduire à dire, on laisse tomber les élections, on n'y va pas. Si c'est dans cette logique, si c'est la question sous-jacente, je crois que chacun est libre de faire ce qui lui semble. Mais c'est malheureusement à ça qu'on a, quand on voit les dernières élections locales. Oui, malheureusement, le problème c'est que quand on déserte, la situation pourrait être encore plus grave. La situation pourrait être plus grave. Et quand vous voyez l'histoire politique de notre pays, la désertion lors des élections, ou peut-être le boycott de certaines élections, ont rendu possible à l'époque, avant que la situation ne se détériore comme telle que nous connaissons, c'est la désertion qui avait conduit à cela. S'il n'y avait pas eu désertion, on aurait pu, peut-être à l'époque où la situation était moins grave, bloquer un certain nombre de choses. Donc, à chacun de faire son choix. Parce que on ne peut pas gagner, on laisse tomber, je ne combats plus. C'est une option. Je ne veux pas gagner, mais je fais de la résistance. C'est aussi une autre option. Mais c'est un dilemme pour vous au niveau de l'opposition. Aujourd'hui, il faut aller chaque fois dire qu'on est volé et ne pas, ou bien ne pas aller aussi. Donc, mais ne rien faire, eh bien, c'est aussi grave en réalité. Et c'est pour cela, moi je dis, personne d'entre nous n'a le monopole de la vérité ou la parole d'évangile. C'est pour cela que les uns ne doivent pas considérer des autres comme des vendus. Les uns ne doivent pas penser que les autres, en tout cas les mépriser. Nous sommes tous face. Ce sont des solutions. Donc ceux qui participent, ceux qui boycottent, chacun a ses raisons. Chacun a ses raisons. Il faut respecter. Ok, par rapport à la division des forces du changement, parce que à part le CNCC, on a aussi un autre courant qui proposait entre-temps une transition débouchant sur les assises nationales. Pour M. Pelé, mais une transition, c'est souhaitable.
Mais ce n'est pas par une formule incantatoire qu'on va obtenir une transition. Ce n'est pas parce que vous le dites que vous allez l'obtenir, connaissant ce que nous avons devant nous. Et ils sont en mesure de faire une transition à leur manière. S'ils le veulent, ils peuvent le faire encore tout en restant au pouvoir. Et donc, qu'il y ait une union, au moins il y a un dénominateur commun sur lequel on peut s'entendre. C'est ça en réalité. Parce que dans un pays, il est normal qu'il y ait plusieurs tendances de l'opposition. Mais face aux problèmes cruciaux de notre pays, il faut un dénominateur commun. Quels sont les points sur lesquels nous devons nous entendre pour mener cette lutte, de sorte que nous ne devenons pas entre nous, je vais dire, ce ne sont même plus des adversaires politiques. Parfois, on se comporte comme des ennemis. Ce ne sont pas simplement des adversaires politiques. Parfois, on se comporte comme des ennemis. Que faire pour pouvoir dépasser? Et sur la base de ce dénominateur commun, nous puissions agir pour changer la situation de notre pays. Un sursaut patriotique. Pour M. Gado, pourquoi les militaires à la retraite n'ont pas parlé du président de la République, Samy de Tonvé, et ils ont mis l'emphase sur le président du Conseil? Selon lui, les ennemis du Togo, c'est ceux-là qui veulent envahir le pays, et c'est à eux qu'ils devaient s'attaquer, non quand même le peuple togolais. Vous avez vu, pour moi, ces événements. Et le président Samy, quel pouvoir il a au Togo? Aucun. Et c'est ça, je dis, le folklore. Il n'a aucun pouvoir, il le sait. Tout le monde le sait. Celui qui a tous les pouvoirs, c'est fort. Et la constitution a été faite pour lui. Les gens jurent par lui. C'est leur champion. Même s'il est conduit en enfer, c'est leur champion. C'est tout. Et donc, de sorte que ceux qu'ils appellent leurs ennemis, c'est eux qui connaissent leurs ennemis. Moi, je combats. J'ai toujours combattu. Le président Faure. Mais Faure n'est pas mon ennemi. Non. Et devant le Seigneur même, je ne veux pas avoir d'ennemi. Faure n'est pas mon ennemi. Je le combats ouvertement. Et je ne sais pour quelle raison il serait mon ennemi. Mais ceux qui identifient ces ennemis-là, à eux de pouvoir nous dire qui sont ces ennemis en réalité. Et c'est triste qu'on en arrive. On va rester avec vous pour les mots de fin rapidement. Vous voyez, je vais une fois encore vous remercier. Merci aussi à vous. Et je le dis parfois avant même de venir ici, j'hésite. Qu'est-ce que j'ai encore à dire et qui n'a pas encore été dit? Le chien aboie, la caravane passe. Mais si tous les Togolais se mobilisent, on peut changer la situation. Ce n'est pas une fatalité. C'est encore possible de le changer. Mais c'est que chacun doit se sentir concerné par cette lutte. Et avec la grâce de Dieu, on peut avancer. Merci beaucoup à vous, professeur Oulou Komi, secrétaire national du PSR, qui est passé dans l'auditoire actualité de ce jour. Merci à TV Kodio qui a sur la mise en onde. Le direct sur la page YouTube, c'est avec Dieu. La réalisation de l'émission, c'est l'affaire de Claudia.